on pourrait faire On aura un chasseur de trésors aussi, un prospecteur, qui avec certains outils, des engins assez particuliers, eh bien, découvre de véritables trésors. Voilà, et il nous expliquera comment est née cette passion et comment il l'exerce aujourd'hui. Sur le plateau, depuis que notre troisième invité nous a rejoint. Non, tu vibres pas, toi? Si, mais je crois que Sors les pièces de ta poche. J'ai même pas encore mis la machine en main. Enfin, si vous nous rejoignez, tout va très très bien. On parle de bourse aujourd'hui, de tirelire, de porte-monnaie, de piécettes, de flouze et de trésors. Là, pour l'instant, nous avons sorti l'accessoire du chasseur de trésors actuel. C'est ça. Donc, ce n'est pas une béquille. Non, ce n'est pas une béquille. C'est un truc qui fait bip bip et qui permet de trouver plein de choses passionnantes. Mais je vais plutôt laisser notre invité en parler. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Très bien. Vous êtes venu de loin avec votre accent et avec vos trésors. De Toulouse avec le soleil. Ouais, merci. Alors, qu'est-ce que... Alors déjà, on peut dire que vous êtes rédacteur en chef d'une revue qui rejoint la passion et le métier de Laurent, puisque c'est la revue Monnaie et Détection, qui s'adresse évidemment aux numismates, mais aussi... Et aux prospecteurs. Voilà, aux prospecteurs, puisque vous êtes vous-même prospecteur. Donc, oui. On pourrait dire chasseur. Ça a été un début, ça a été un début. Maintenant, il est vrai que je suis un peu moins prospecteur et beaucoup plus commerçant et rédacteur. Ouais. Bon, alors c'est quoi ce drôle de truc-là? Comment ça marche? Alors ça, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton Power et ça va faire bip bip. Alors, le bouton Power, il est là. Attention. Ah, voilà. Et ensuite, il suffit de le passer au sol. Et vous voyez, vous avez une tirelire qui est pleine d'or. Et alors, quand est-ce que je sais si j'ai trouvé un truc intéressant? Non, il faut rester immobile parce que là, vous prenez tout ce qui est métallique ici. Ça sonne, le cochon sonne. Le cochon sonne. Bon, je vais éteindre parce qu'on va pas non plus faire une démonstration. Voilà. Je crois qu'on trouvera rien de passionnant sous les desks. Je crois je crois que ça a déjà été pris. Alors, en fait, on le promène au sol, tout simplement. Ouais. Et dès qu'il y a un signal sonore, il y a un objet métallique dessous enterré, qui peut être ferreux ou non ferreux. Les appareils font la plupart du temps la distinction entre les métaux ferreux et non ferreux. Les non ferreux étant aussi l'or et l'argent, mais aussi le plomb, le zinc, l'étain, le plomb et d'autres. Et comment est-ce qu'on en arrive à arpenter les plages et d'autres endroits avec son détecteur de métaux? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé pour moi? C'était assez marrant. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est vrai. Dans les années 70, j'étais gaffette, c'est une expression de chez nous, dans le sud. Et gaffette, petit. Gamin. Gamin, ouais. Et mes parents venaient d'acheter un terrain pour faire construire la maison. Et au bord de la petite route, il y avait un petit bout de ruine informe. Et mon père a fait venir un bulldozer. Il a pris la terre. Avec le bulldozer, ils ont poussé la terre, ils ont fait un terrain en pente douce à partir de la maison. Et apparemment, le bulldozer a cassé une cage d'or, plus qu'à l'œil nu, après avoir arrosé et semé, d'abord après avoir semé et ensuite arrosé, j'ai trouvé une pièce d'or à l'œil nu. Et j'ai dit... Il y a plus souvent des bulldozers chez vous. Ça peut servir. Du coup, j'ai dit il y avait un trésor partout. J'ai longtemps défendu cette thèse et personne ne m'a cru. Mes frères se moquaient de moi, toute ma famille complète. Et 10 ans après, peut-être, en revenant d'un voyage maritime, mon frère me montre le travail qu'il a fait. Il avait fait une petite tranchée. Et j'ai toujours eu un peu ce don-là. Donc d'emblée, je suis allé voir le travail qu'il avait fait dans une petite motte, encore quelque chose qui brille, tiens, comme celle-ci. Là, vous voyez? Ah ouais. Ah bah dis donc, faut avoir l'œil quand même. Ça, c'est l'une des dernières. Hein. Donc ça, c'était une motte de terre avec... Ça, c'est la motte de terre avec un... Il faut faire un petit zoom. Trésor. Voilà, on voit une pièce, c'est un franc. Il y a écrit franc, voilà, qui est coincé... c'est 20 francs, 20 francs or, Napoléon III. Voilà, on le voit ici. Et donc vous avez repéré ça d'un coup d'œil? Je l'ai repéré d'un coup d'œil et du coup, j'ai dit, il faut absolument que je loue ou j'achète un détecteur de métaux pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Ça fait plus de 30 ans et j'en suis à plusieurs centaines et j'en sors encore. C'est l'une des dernières, celle-là. Dans le jardin, justement, dans le jardin, vous en avez retrouvé d'autres? à 20 mètres, à 10 mètres de la fenêtre de ma chambre d'enfant. C'est tout, non? Bon, et vous avez remonté combien de kilomètres avec vos détecteurs de métaux? Après, une fois qu'on a ramassé tout ce qu'on peut ramasser, on se dit tiens, je vais voir à droite, je vais voir à gauche, la petite vieille maison, la vieille maison en ruine, là. Ouais. Et on se rend compte qu'on trouve des choses un peu partout. Mais il faut un peu faire attention, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec un détecteur de métaux. Ah là on voit quelques-unes de vos trouvailles. Hein. Alors ça c'est les trouvailles. Ce ne sont pas mes trouvailles personnellement, c'est les trouvailles d'un de mes amis qui ne fait que la plage.
Là, vous voyez, par exemple, c'est après le mois d'août, ça, apparemment. C'est un vrai trésor de pirate. Hein. Là, vous avez même 48 jours, vous voyez, l'or au milieu, l'argent à droite. Ah, ça, c'est vous? Ça, c'est moi, oui. Parce qu'il y a des appareils qui vont sous l'eau aussi. Oui, là, je t'ai payé pour récupérer une montre perdue par un marin dans l'eau. D'accord. Un soir de beuverie, on va dire. Bon, et vous, personnellement, vous avez trouvé parfois des choses insolites. Là, on voit beaucoup de médailles, de chaînes, de gourmettes. Des choses insolites, on en trouve tous les jours. Chaque prospecteur trouve des choses insolites. Ah, des petits prospecteurs en herbe. Oui. Les petits prospecteurs en herbe, j'espère qu'ils prendront la relève. Ce sont mes enfants. En insolite, peut-être pas insolite, on va peut-être tomber sur... Moi, je me suis plutôt spécialisé maintenant sur les recherches de dépôts familiaux. On est hors du contexte archéologique, où il faut une autorisation préfectorale. Voici par exemple l'une des dernières trouvailles ici. Lingots d'or. Quelques lingots d'or, oui. Bon, des lingots d'or. Oui. Ça se trouve où, des lingots d'or? Dans les maisons, cachés, perdus, oubliés. Et ça alors par les propriétaires. Ah zut, on a raté. Il y avait ce qu'on appelle des rouelles. Les rouelles. Voilà. Mais les rouelles, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Si ça servait de monnaie, d'échange, c'est un trésor ou pas, ça, Laurent? C'est un trésor. Parce que, trésor, c'est tout ensemble constitué qui représente une homogénéité. Donc les rouelles peuvent être un trésor, mais c'est pas forcément des monnaies. On ne connaît pas encore bien. Il y a plusieurs thèses là. Il y a des combats de chercheurs, de scientifiques qui d'un côté veulent que ça soit des monnaies. Donc en général d'époque gauloise, puisque vous avez des rouelles gauloises, mais vous avez aussi, on en a vu, des rouelles tronconiques, et ça ressemble énormément aux pesons qu'on utilisait aussi dans les métiers à tisser. Comment c'est retrouvé? Donc voilà, il faut faire ce qu'a fait Madame pour s'étirer, c'est-à-dire qu'il faut faire des tris, et il faut faire des catalogues et voir si elles sont trouvées dans des contextes archéologiques. C'est pour ça que le contexte est très important, car si vous avez par exemple des rouelles trouvées avec des monnaies gauloises, les rouelles ont beaucoup plus de chances d'être gauloises. Bon, ça dépend si elles sont au même niveau archéologique que si vous les trouvez par exemple avec des objets du 19e siècle. Alors, on va quand même expliquer ce que c'est parce que les gens n'ont peut-être pas vu la photo qui va revenir. C'est juste après, c'est trop de petites au formes. départ, une rouelle, c'est une petite roue. Donc je vous rappelle que la roue, c'est une invention relativement récente, c'est à l'époque proto-historique, donc c'est déjà pas n'importe quoi. Et en général, les toutes premières rouelles c'est une roue avec 4 rayons. Mais en réalité, il va y en avoir des petites, des grandes, et puis au départ, elles ont 4 rayons, mais elles peuvent en avoir beaucoup plus. Alors là, par contre, ce sont des rouelles tronconiques, donc ce sont des objets là où on a beaucoup moins d'informations. En général, elles sont en plomb, on peut en avoir aussi en fer, bronze, et en réalité, elles pourraient commencer beaucoup plus tôt, mais on en a jusqu'au 19e siècle. Donc là, on a énormément de problèmes à la fois de datation et à la fois de classification. Donc il faut faire des catalogues, il faut voir où elles sont trouvées. C'est pour ça qu'il faut noter tout ce qu'on trouve. Ce qui est important, le plus important quand on fait une découverte, quelle qu'elle soit, avec ou sans détecteur, c'est de noter l'endroit où on l'a trouvé et de le signaler. Vous notez tout ce que vous trouvez? C'est pour ça que la revue est là. Voilà. Là, il y a plein d'anecdotes justement de prospecteurs en tout genre qui racontent un peu ce qu'ils ont trouvé, comment. Aussi leurs trouvailles. Et on essaye un peu de canaliser les trouvailles, de retenir les informations, d'éduquer les prospecteurs pour leur dire, quand vous faites une trouvaille importante, bon évidemment si c'est un bout de cuivre ça n'intéresse personne, mais un objet archéologique hors de contexte, même s'il pas dans son contexte, en faisant une répartition, si on peut noter tous ces éléments, tous ces renseignements, on arrivera à faire des statistiques intéressantes et stylistiques et des analyses vraiment pointues. Ça peut servir l'histoire, ça peut servir le patrimoine. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on appelle quelqu'un? On trouve un trésor. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, je le garde dans une cassette que je vais renterrer quelque part d'autre pour qu'il n'y ait que moi qui sache où c'est? En matière libre. Comment on fait? Il faut le déclarer. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire d'un trésor qui a une valeur inestimable? Vous ne pourrez jamais le vendre. Tout le monde va vous tomber dessus. Le plus simple, c'est de le déclarer, de respecter la loi. Et normalement, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. On est encore un petit peu en retard. Si on faisait comme les Anglais, où tout est systématiquement déclaré, parce que si un prospecteur en Angleterre ne déclare pas une trouvaille, il tombe dans l'illégalité la plus totale. Donc tout le monde déclare. Mais c'est à vous, ce que vous trouvez est à vous. Oui. De toute façon, quoi qu'il s'agisse. En Angleterre, pas en France. Bon. En France, c'est différent. En France, c'est différent. Ça dépend chez qui on le trouve aussi. Déjà, premièrement, si tu trouves un truc dans mon jardin, je te demande 50%. C'est comme ça que ça marche ou pas? Non, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué. Si vous trouvez un dépôt de trésorerie fortuitement chez vous, vous en êtes propriétaire à 100%. D'accord. Si vous le trouvez dans le jardin d'autrui, 50% vous reviennent, 50% reviennent au propriétaire du terrain. D'accord. Là, tout est la différence. C'est aussi simple que ça. Bon, et je crois que vous êtes venu avec quelques petits exemplaires de pièces.
Bon, bah, ça c'est la monnaie, Ça, on a vu c'est l'une des les 20 dernières. francs dans la mode de Je voulais terre. montrer par exemple la taille des monnaies que l'on peut trouver. C'est tout petit, il va falloir préparer des zooms très précis. Ah, je sais pas comment vous Alors, il y a une faites. caméra juste ici, à votre Ici, gauche. hop, c'est une monnaie qui doit peser 0,3 grammes, qui fait un demi-centimètre de Ne diamètre. bougez plus, on est en train de faire un zoom, voilà. Donc, Laurent parlait tout à l'heure d'une pièce de 7 mm, là c'est à peu près ça, je crois. Hein. Un petit peu plus gros, mais c'est dans le même genre. Hein. Ça vient d'où voilà. ça, vous savez ou pas, Gilles? Oui, région de Mont-Lorès, c'est dans l'Aude. Vous êtes numismate en même temps que Absolument, oui. comment on dit détecteur de film? Prospecteur. Non, prospecteur. Ouais. Prospecteur. Ouais. Bon, et vous avez un site internet, je crois qu'on peut quand même le donner, loisir-détection. Au pluriel. Voilà, loisir au pluriel et détection au pluriel aussi.com pour retrouver toutes ces infos. Mhm. Alors, il y a un guide aussi à la détection. Enfin, le site est très complet. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous êtes amené, donc vous êtes à 2 échelons différents de la chaîne, est-ce que vous seriez amené à pouvoir travailler ensemble, chacun à son échelon? Comment ça se passe? On peut, de toute façon, tout numismate peut être amené à travailler avec un autre numismate. Hein. On est des professionnels tous les deux, on se voit sur des salons dans l'année, etc. Donc on peut être amené à collaborer. Nous, l'optique aussi que l'on a est un peu comparable à celle de M. Caillavé, c'est de déclarer. L'important, c'est de faire déclarer un trésor. Aujourd'hui, en France, c'est encore assez difficile. La loi est pas forcément bien faite. Elle est mieux faite que dans d'autres pays, parce que si on prend l'exemple de l'Angleterre qui est parfait, l'exemple de la Grèce ou de l'Italie, pratiquement, vous ne pouvez rien trouver. Et si bien que tout se fait en sous-main. Parce qu'il y a préemption de l'État, c'est ça? Voilà. Et donc, en réalité, rien n'est trouvé. Et tout sort du pays de façon illégale. Donc, plus il y a une loi favorable aux gens, il y a un problème d'éducation à faire, il faut expliquer. Et ça, je pense qu'on travaille tous dans le même sens. L'important, c'est de conserver l'information, et à partir du moment où on est confronté au même problème, on peut les résoudre de la même façon. En fait, si on est transparent, tout le monde s'y ressort gagnant. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. L'État a son petit trésor. L'État les peut numismates ont des l'acheter, choses après à vendre. Voilà. Le propriétaire a quelque chose qu'il a découvert. Et le Parce que- prospecteur aussi, on lui Voilà. achète son butin quelque Exactement. part. Et puis, c'est pas un butin, parce que là, butin, Non, ça fait ouais. penser à un gendarme et voleur. Hein. Là, on sent chasser les bâtiments, il revient encore. Et c'est ça le gros problème en France, c'est qu'en France, on a une mentalité de latin, et dans les pays latins, il faut garder secret, il faut cacher. Il y a L'argent une est sorte tabou, de... hein, tout L'argent ça. est tabou, exactement. C'est ça le vrai problème. Bon, et avant de se poser toutes ces questions, comment est-ce qu'on fait quand vous commencez à être prospecteur? Parce que si, moi, là, demain, j'ai envie de trouver des trésors sur une plage ou ailleurs, comment ça se passe? On se procure cette machine, et pendant combien de temps est-ce qu'il faut arpenter les chemins pour trouver quelque chose? Si vous avez beaucoup de chance, 2-3 minutes. Si vous n'êtes pas chanceux, peut-être un quart d'heure avant de faire un premier trou, mais vous trouverez toujours quelque chose. C'est pas systématiquement de la monnaie, ça peut être des petits objets, voilà, une petite boucle tout à fait classique, un double tournoi. Monsieur Schmitt pourrait vous en parler. C'est la monnaie la plus fréquente à trouver en détection. Ah bon Oui, c'est Louis XIII qui a frappé des quantités astronomiques. Montrez à la caméra qui est à votre gauche. Des quantités astronomiques de monnaie. Il s'avait un contrat avec la Suède ou Voilà, c'est ça. C'est la guerre économique à l'époque. Les Suédois, on leur file de l'or, et ils font la guerre, ce qu'on appelle la guerre de 30 ans, et en échange, ils nous filent du cuivre. C'était le moyen de se payer des armées. Ah ouais. Voilà. Et on savait Et il y pas en a eu quoi des faire. centaines de millions de frappés. Il y a même un ouvrage, d'ailleurs, que nous avons édité, qui s'appelle Le Double et Denier Tournois, qui est l'ouvrage de référence qui a été créé par Gérard Crépin et une équipe de chercheurs, et qui référencie, il y a plusieurs milliers de variétés. Là, vous avez même trouvé une pile, ça c'est pas super. C'est au cas où on ferait des tests, mais effectivement c'est du métal, mais si on faisait un test, on pourrait l'éliminer, c'est tout. Alors allons-y, faisons un test justement. Ou par Vous exemple, préférez le jaune ou le noir, le détecteur? le jaune, ça, pour... Voilà. Alors attention, démonstration Après, en direct de détection de métaux. Bon, c'est aussi simple que ça. Mettez-vous Hop, peut-être devant, voilà. vous voulez que je passe devant? Bien Passez devant, allez-y, ouais. montrez-nous comment ça se passe. C'est un appareil qui est multiton. Regardez la caméra qui est juste là. Pardon. Voilà. C'est un appareil qui est multiton, donc il va faire des sons différents en fonction du métal. Si c'est de l'or ou de l'argent, ça sonnera différemment. Oui, vous voyez, avec un petit peu d'oreille, vous allez pouvoir savoir Là, ce c'est que une c'est. pièce d'or que Si vous tu- utilisez. Une pièce d'or. Vous voyez, là, il n'y a pas le son de cloche que vous avez avec Ouais. ceci. Et là, vous avez un son grave. Et en plus, une reconnaissance sur le vumètre ici, tout simplement. Bon, c'est pas un appareil extrêmement puissant parce que c'est comme les voitures. Vous avez des performances qui changent en fonction du moteur. Vous pouvez aller chercher plus profond ou pas. Mais c'est très simple d'utilisation. Il suffit de s'adresser à un marchand spécifique ou autre. Il y en a un peu partout en France. Enfin. Et pour trouver ce genre de matériel, c'est très simple. Je voulais juste montrer celui-ci Oui. Alors. parce que c'est le seul matériel français existant.
Tout est anglophone, que ce soit... Oui, puisque la loi est différente en Angleterre. C'est pas ça, c'est que les Anglais, les Américains, les Australiens sont très friands de ce genre de Ils choses. sont plus patients que les Français, peut-être Non, la loi est plus libre là-bas. Bon, aux USA, tout le monde a un détecteur, comme en France on a un VTT, par exemple. Tout le monde a un flingue aussi, aux USA. Oui, mais enfin, il y a aussi une tradition, je veux dire. Bon, l'Angleterre est un très vieux pays, mais par exemple, les Américains sont des rêveurs, sont des grands enfants. Donc la chasse au trésor. Les chasseurs de trésors, les Américains là-bas. En France, on se rend pas compte. On vit sur des trésors. On est à Puteaux. J'ai fait l'inventaire des trésors de la région parisienne. On a des monnaies gauloises en or trouvées à Puteaux. De l'époque ce qu'on appelle des Parisiens. Peut-être sous nos pieds, là, en dessous. Oh, peut-être plus maintenant, parce que la tour a été construite dessus. Monsieur Bolloré, un bulldozer pour demain, s'il vous plaît. Le long de la Seine, on a trouvé plein de monnaies gauloises. Donc, il y en a partout. On vit sur des trésors. Ouais, justement, je disais que vous avez gardé une âme d'enfant, de chasseur de trésors. Qu'est-ce qui vous plaît dans la détection, prospection? C'est la prochaine trouvaille. C'est ça. C'est pareil pour Marie, c'est pareil pour Laurent. À deux différents niveaux, je pense qu'on veut tous, on trouve ou on cherche tous, on court après quelque chose. Ouais. C'est vrai que chez nous, c'est un peu la même chose. Quand on tombe sur des belles monnaies dans une brocante ou autre, on va acheter le lot en disant est-ce qu'il va y avoir la belle pièce, le truc rare. C'est un peu le même principe le détecteur parce que c'est comme un ticket permanent du millionnaire. Vous grattez, il y a 2 télés. Est-ce que ça va être la 3e télé? Eh ben c'est toujours ça. Prochain trou, ça va être le bon. Allez, prochain trou, ça va être le bon. Et puis de toute façon, on est à l'extérieur, on prend l'air, on respire, plutôt que avoir des enfants qui jouent à la Game Boy toute la journée. Ils sont bien mieux dans la forêt à se promener avec un petit détecteur et monter aux arbres quand ils en ont marre. Donc tout votre temps libre, vous le passez avec votre détecteur en main? J'en ai pas beaucoup. Et alors combien ça coûte ces drôles de machines? Si moi je veux m'amuser à y vérifier au fond de mon jardin. Celle-ci vaut 360 €. Celle-ci vaut environ 560 €. C'est du bon matériel, c'est pas tout à fait les mêmes performances, mais on arrive avec un budget de 600-700 à avoir d'excellentes machines. Et en fonction de la chance, on peut le rentabiliser rapidement? Faut pas acheter un détecteur pour le rentabiliser, ça c'est clair. Si on achète un détecteur pour le rentabiliser, on est tout de suite hors la loi. C'est mal. Ouais. Mais on se fait plaisir. Bon, vous confirmez que vous faites plaisir? Tout le temps. Tout le monde se fait plaisir avec un détecteur. Et pour vous, Laurent, quand vous arrivez un petit peu en fin de collection, enfin d'une spécialité, on va dire, vous faites quoi? Vous en séparez? On n'est jamais en fin de spécialité parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir. Non. Pourquoi en général les gens vendent? Malheureusement, la plus grave, c'est la mort. Donc, on va pas. C'est-à-dire, les gens meurent et lèguent leur collection à leurs descendants. Donc, c'est les descendants qui vendent. Aujourd'hui, les gens vendent parce qu'ils ont envie de changer. Une collection, dans le temps, ça pouvait durer 3 générations, c'est-à-dire environ 100 ans. Aujourd'hui, les gens font une collection pendant 10-15 ans et puis ils ont envie de changer, ils restent collectionneurs. Quand vous êtes collectionneur, regardez, madame en parlait bien tout à l'heure, elle collectionne les tirelires, mais elle pourrait collectionner n'importe quoi d'autre. Il y a des gens, il y a des catégories de gens, vous avez envie, vous avez horreur du vide en général. J'associe toujours la collection pratiquement à une maladie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le collectionneur, il lui manque quelque chose. Et il cherche ce manque. La collectionnité du. Exactement, c'est une forme de maladie, mais qui se soigne bien, parce que les collectionneurs sont des gens heureux. Non, mais dans votre cas, c'est une maladie très saine, hein. Et c'est voilà, exactement. Hein, et alors, je vais vous dire une bonne chose, parce que vu la moyenne d'âge de mes clients, ça fait vivre vieux. Et ça conserve. Bon, donc ça, bien. Exactement, c'est ça peut-être le bon message à passer. Être dehors, c'est très bien, mais les gens, moi, souvent, sont des gens qui restent chez eux, justement, devant leur plateau et tout. Ils font marcher leur intellect et ça leur permet de rester dans la course. Et je vois souvent des gens qui ont 70, 80 ans, qui ont l'esprit de gamin de 10 ans. Qui voyagent à travers les billets. Exactement. Et ça, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi le message. Hein. Voilà. Il y a de multiples façons d'aborder le sujet. Et en fin de compte, que ça soit d'une manière ou d'une autre, c'est de pouvoir être heureux en faisant ce qu'on aime. Ça, c'était la bonne parole de la fin. Donc, est-ce que tout va bien dans vos bourses? Tout va bien. Je l'espère. Tout va bien. Maryse, tout va très alors, bien. vous avez préparé, non, vous avez terminé, excusez-moi, un nouvel ouvrage donc qui sort en janvier sur les asperges, hein, toujours des barbotines. Des barbotines, voilà. On souhaite bonne chance pour les tirelires. On espère que la collection aussi des Langlais va s'enrichir. Alors, on vient de représenter l'ouvrage, voilà, tirelires, barbotines, grès et porcelaine aux éditions Massin. Voilà, c'était Maryse Bottero qui était là pour nous en parler ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. La revue de Gilles Cavaillé, prospecteur et rédacteur en chef de Monnaie et Détection. Voilà,
où vous trouverez à Minimismat et Prospecteur tous les renseignements qu'il faut sur le et le site, manuel du prospecteur. Et sur le site loisir-détection.com. Par contre, vous savez, vous avez l'habitude, si jamais vous avez besoin d'infos complémentaires, vous nous écrivez, vous allez sur le site direct8.fr. Tout est normalement à jour. Et puis on remercie Laurent Schmitt qui nous a éclairé sur le domaine de la numismatique, ainsi que Michel Prieur. On rappelle un ouvrage qu'ils ont coécrit, je pense qu'il y en a d'autres, Monnaie romaine, voilà. Le franc, les monnaies. On rappelle que vous aurez tous les renseignements sur la numismatique sur le site de la CGB et vous pourrez trouver tous les ouvrages qu'ils ont écrits ou coécrits ou ceux qu'ils éditent, puisque vous êtes aussi éditeur. Voilà. Nous, on vous souhaite plein d'argent, hein, avec de la magie et des grands tirelires. Voilà, on se retrouve vendredi. Non, samedi à midi. Et le thème de samedi, ça sera les bocaux. Tout va bien dans les aquariums, les bocaux à cornichons, tout ce genre de choses. Très très bonne soirée. Et tout va bien. C'est Morandini. À samedi.